Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, focus sur le chocolat, mais aussi l'environnement à une quinzaine de jours de la COP27 en Égypte. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Au Gabon, une entrepreneuse se bat pour atteindre la meilleure qualité possible dans la fabrication de chocolat à partir de ressources locales. C'est des chocolats de notre plantation, donc on les réserve sur ces tablettes dites de plantation, qui permettent de bien identifier la source du cacao. Comment une activité source de revenus peut précipiter un désastre environnemental? Cap sur le bassin du Congo, où la pratique de fumage des poissons menace les forêts. Au niveau de la pêche, il y a des jours où il y a beaucoup de poissons qui sortent. Mais parfois, quand ils évacuent pas tous ces poissons-là, automatiquement, il faut fumer ces poissons-là. Des diplômés au chômage et du microcrédit, c'est un cocktail gagnant pour fournir Khartoum en légumes. J'ai fait des études, mais je ne trouvais pas de travail, alors j'ai atterri ici. C'était un de mes plus grands rêves, comme beaucoup de femmes soudanaises, d'être indépendante, d'avoir mon propre espace, mes propres idées. L'or brand pourrait-il encore davantage enrichir l'Afrique? L'industrie de confiserie du chocolat représente un marché global de près de 115 milliards d'euros par an à travers le monde. Mais pendant longtemps, les pays producteurs africains se sont contentés de l'exportation des fèves et de l'importation du chocolat. Un statu quo illogique qui va à l'encontre des objectifs de transformation de la production locale. Certains entrepreneurs relèvent le défi, exemple au Gabon, avec les chocolats de Julie. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Jean Rovise d'Abani. Chaque week-end, Julie inspecte sa plantation de cacao pour vérifier la bonne croissance de ses 1000 cacaoyers. Ce verger, situé au Cap Esterias, à une quarantaine de kilomètres de Libreville, abrite l'une des matières premières d'exception utilisées par les maîtres chocolatiers du monde. Depuis plus de 10 ans, Julie et son époux français conduisent un véritable projet de plantation de cacao durable. Elle s'inspire du modèle villageois des plantations de sa grand-mère. Criollo, Trinitario et plusieurs autres variétés de cacao poussent dans cette plantation. Cet ingénieur agronome conseille régulièrement les équipes de Julie sur les nouvelles méthodes d'agroforesterie. Depuis la mise en place de ce verger, je constate qu'il y a une nette évolution. Parce qu'avec un objectif de 3 hectares au départ, nous sommes aujourd'hui à 5 hectares de cacaoyers plantés et qui sont en production. Certes, il y a un gros souci au niveau de l'encadrement. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de faire en sorte que ce promoteur puisse être encadré du point de vue du suivi de la plantation jusqu'à la transformation, disons, aux opérations post-récolte, autant pour moi. Parce qu'il est bien beau de produire du cacao, mais si vous ne maîtrisez pas le process de l'écabossage, de la fermentation, du séchage et de la mise en sac, votre cacao n'a pas une bonne valeur marchande. Avec l'ambition de produire jusqu'à 10 tonnes de fèves par an, l'arrivée de cet ingénieur donne désormais de rêves de grandeur à Hervé, l'époux de Julie. Je crois qu'on va poursuivre ce travail-là de conseil parce que nous ne maîtrisons pas tout. C'est vraiment une expertise pointue comme la sienne dont nous avons besoin pour poursuivre le projet de développement et de croissance de la chocolaterie et des plantations de Julie. C'est dans cette chocolaterie située en centre-ville où sont transformées les fèves issues de sa plantation ou achetées auprès de la caisse cacao. En 10 ans, Julie a réussi à détrôner les multinationales qui proposent sur le marché local des tablettes, véritable chasse gardée des industriels comme le français Barry. Sa marque, les chocolats gabonais de Julie, c'est plus de 20 saveurs fraîches. Ce qui fait la particularité des chocolats gabonais de Julie, c'est parce que nous avons une large gamme de nos produits.
Donc nous avons développé de nouveaux produits comme la tablette à la badame, et on a aussi des bonbons de chocolat que vous avez là sur des vitrines. Donc ces bonbons de chocolat, on a aussi de nouveaux produits que nous avons sortis sur le marché, donc dans nos boutiques. On a ici par exemple le coco avec du rhum au coco, donc c'est un chocolat au lait, et on a aussi le rhum coco, on a aussi à la vanille, et on a aussi le thé matcha, donc du chocolat au thé matcha et du chocolat au thé vert. Et là, on est en train d'étudier un autre chocolat qu'on va sortir d'ici là. Donc c'est avec de la menthe du Gabon. On transforme de la fève, donc on prend par exemple nos fèves soit à notre plantation ou soit on les achète à la caisse cacao. Donc on les trie, on les met en machine, on les torréfie, on les conche. Non, avant de les concher, on les broie, on souffle et on met au conchage. Et moi, je prends la partie là où je transforme en bonbons de chocolat, en tablettes et en d'autres dérivés de produits de chocolat. Voilà. À force de travail, les chocolats gabonais de Julie sont devenus emblématiques dans un pays où on fait de bonnes fèves, mais pas de chocolat. Hervé est une aide précieuse dans cette aventure. Nous avons la chance ici au Gabon, qui est un pays béni au niveau des matières premières, que ce soit dans le sous-sol ou au niveau forêt, produits du terroir en forêt et agriculture. Donc tout est là. Donc en fait, il faut encore une fois fédérer tout ça, rassembler tout ça. Donc le cacao, vous avez vu, nous sommes planteurs. Pour pouvoir sourcer du cacao de bonne qualité et le mettre notamment dans ces tablettes là, ça c'est du chocolat de plantation, donc on le réserve, c'est des chocolats de notre plantation, donc on les réserve sur ces tablettes dites de plantation qui permettent de bien identifier la source du cacao. Réussir en Afrique dans l'entrepreneuriat n'est pas un pari facile. Et pourtant, Julie fait partie de cette nouvelle génération de jeunes entrepreneuses gabonaises qui se font remarquer. Ce jour-là, elle est invitée par l'ambassade des États-Unis au Gabon pour parler de son modèle de réussite devant des jeunes entrepreneurs. Les chocolats de Julie m'inspirent énormément parce que au départ, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à ce stade-là. Et en nous parlant d'elle, j'ai compris qu'on peut partir de rien, juste en allant d'une idée. Et au fur et à mesure que l'on développe cette idée, rencontrer des personnes et avoir des opportunités qui peuvent nous pousser justement à nous lancer. Aujourd'hui, Julie est considérée dans son pays comme une véritable pionnière dans le secteur de la transformation artisanale du chocolat. Son savoir-faire a déjà été récompensé sur la scène internationale. En 2015, la chocolatière s'était vue décerner en Italie Hero Chocolate Awards, une distinction attribuée chaque année aux chocolatiers du monde. Avant la Covid-19, le couple très complémentaire comptait 5 boutiques dans la capitale Libreville. Il en reste 2, avec un chiffre d'affaires qui oscille entre 200 et 300 millions de francs CFA par an. Le duo prépare une levée de fonds pour la construction d'une usine de transformation de l'or brun et aussi ouvrir très prochainement des enseignes à Paris et à Washington. L'Afrique est aussi confrontée à la coupe des quotas de production qui vient d'être décidée par les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Mais paradoxalement, la baisse de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre risque d'être sans conséquence pour l'un des plus grands producteurs pétroliers africains, le Nigeria. Le pays fait partie des 14 membres de l'Alliance qui produisent bien en dessous de leur quota. C'est en raison des vols dans les circuits de production. Les autorités viennent d'ailleurs d'annoncer la fermeture de 395 raffineries illégales et même d'un oléoduc clandestin de 4 km. Et pendant ce temps, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a dit non aux États-Unis. John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, demandait au Congo de retirer 6 des 30 blocs d'exploration de pétrole et de gaz en cours d'appel d'offres. Les blocs se situent dans l'une des plus grandes tourbières forestières tropicales. Le gouvernement congolais a indiqué vouloir poursuivre l'exploration
tout en assurant la protection de l'environnement. Les deux pays vont constituer un groupe de travail pour débattre du sujet à la COP27. Et justement, à plus de 2 semaines de la COP27, la déforestation sera l'un des sujets à l'ordre du jour. Cela même alors que la forte demande en charbon en Afrique est une source majeure de disparition des forêts. Mais il ne s'agit pas seulement de se chauffer et de cuisiner au quotidien. Le fumage traditionnel de poisson peut aussi constituer une grande menace pour la forêt. Cette activité florissante nécessite de plus en plus de bois dans le bassin du Congo, comme l'ont constaté nos journalistes Jean-David Miamlé et Brice Kinou. Voici un hareng fumé, le fameux makwala, un poisson très prisé au Congo. Sa production est intrinsèquement liée à l'exploitation de la forêt. Le bassin du Congo, c'est 268 millions d'hectares de forêt, c'est-à-dire 70% de la couverture forestière d'Afrique et 6% de la surface forestière mondiale. Les forêts de la République du Congo occupent un peu plus de 10% de la couverture forestière du bassin du Congo, soit 22 410 682 hectares, d'après le partenariat des forêts du bassin du Congo. La production du makwala a déjà ruiné la mangrove au large de Pointe-Noire. Il faut désormais prélever du bois dans les forêts environnantes, comme dans le Mayombe ou le Kwilu. Par 1 hectare, je peux avoir peut-être à 700 bois, peut-être 1000, ça peut descendre par 250 ou par 500, 700. Mais plus sûr, en un mois, je peux faire 3000 mètres sur 100. La législation congolaise n'aborde pas encore la question des petits exploitants forestiers, pourtant très dynamiques. Ignorés des services des impôts notamment, ils évoluent encore dans l'informel avec une simple tronçonneuse comme principal actif. Je préfère, c'est mieux acheter provisoirement, parce que provisoirement, comme tu achètes, il y a une durée de 3 ans. Le temps que tu vas exploiter vos bois qui se trouvent dans la forêt, ça pourrait aussi vous permettre en moins d'1 mois d'aller encore réacheter une deuxième brousse pour pouvoir tourner. Cet exploitant forestier dit avoir acheté 1 hectare de terrain à 1 million de francs CFA, environ 1 500 €. Il précise que sa démarche a consisté dans un premier temps à obtenir un long bail de 3 ans chez un chef de village. Ensuite, les revenus engrangés avant la fin du bail permettent d'acheter définitivement un ou plusieurs autres lopins de forêt et de continuer ainsi le cycle d'exploitation. À l'observation, il y a un lien étroit entre quantité de poissons à fumer et exploitation de bois. Pour 20 caisses de poissons, on utilise le contenu en bois de 2 tricycles quand c'est bien chargé. On commence le fumage de poissons le matin pour finir vers 17h et 18h. Le temps d'étaler, de retourner les poissons sur les fours, c'est un travail difficile. Tout est fonction de la quantité et de la grosseur du poisson. Quand il s'agit de gros poissons, ça consomme assez de bois. Mais quand ce sont des petits poissons, ça consomme moins de bois. Les représentants de la société civile mettent en garde contre une exploitation imprudente de la forêt. Au niveau de la pêche, il y a des jours où il y a beaucoup de poissons qui sortent. Mais parfois, quand ils évacuent pas tous ces poissons-là, automatiquement, il faut fumer ces poissons-là. S'il y a beaucoup de poissons à fumer, on doit utiliser beaucoup de bois. Et si on utilise beaucoup de bois, donc on a coupé beaucoup de bois dans les forêts. Et si on a coupé beaucoup de bois, ça devient un danger pour l'humanité. Parce que vous le savez que moi, aujourd'hui, la forêt joue un rôle très important pour notre survie. Parce que la forêt essaie d'emmagasiner les gaz carboniques pour émettre l'oxygène. L'on ne sait pas avec exactitude la quantité de bois prélevé pour le fumage de poissons. En 2007, une étude de la Banque mondiale révélait qu'un habitant du Congo utilisait 1 mètre cube de bois par an pour une production totale de 100 millions de mètres cubes, la moitié étant destinée au bois de chauffe.
Avec la pression démographique, la demande est telle qu'il faut de plus en plus de bois pour alimenter le marché en charbon, bois de chauffe ou alors pour fumer du poisson. Lors de la COP26, les États du bassin du Congo, de concert avec la communauté internationale, ont adopté un train de mesures appelé le pacte de Glasgow. Il recommande notamment l'abandon du financement des énergies fossiles, un accord séparé spécifique d'1,5 milliard de dollars pour les forêts du Congo, cible entre autres la nécessité de diviser par 2 le recours au charbon de bois pour la cuisine au cours des 5 prochaines années. Des solutions existent déjà, comme par exemple des fours à fumer du poisson, des fours importés ou fabriqués localement. L'équipement que vous voyez, c'est un fumoir moderne à injection de fumée et d'arômes, dont le combustible principal est le gaz, mais qu'on peut varier les arômes. On peut faire entrer plus de 300 kg de produits dans ce fumoir. Donc ça peut fumer autour de 300 kg de poisson par heure. C'est le temps de fumaison qui est beaucoup plus court. Ici, en 1 heure, on peut déjà avoir des produits fumés et séchés. Par contre, avec les techniques de fumage traditionnelles, vous savez, ça prend des jours. Des initiatives éparses existent déjà pour concilier fumage de poisson et exploitation durable de la forêt. À côté de l'expérimentation des fours améliorés, moins gourmands en bois de chauffe, il y a aussi l'utilisation des fours à fumer du poisson. Toutes ces innovations, portées par des ONG, la FAO ou des chercheurs indépendants, ont l'avantage de faire l'économie de la destruction de la forêt. Tout le défi est de vulgariser et de financer ces trouvailles afin de préserver durablement les forêts du bassin du Congo. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Restaurer la stabilité économique pour soutenir les ménages les plus fragiles, réorienter les priorités en faveur des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire, telles sont les recommandations de la Banque mondiale au gouvernement africain. L'institution financière internationale est inquiète de la montée de l'inflation alors que la croissance ralentit. Elle devrait passer de 4,1% en 2021 à 3,3% cette année sur le continent africain. Et autre inquiétude, la progression de l'épidémie d'Ebola en Ouganda. Une trentaine de personnes sont mortes après avoir contracté la souche soudanaise du virus. Cette souche ne réagit pas au vaccin qui a été administré en République démocratique du Congo. Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, le CDC Africa, a tenu la semaine dernière une réunion des ministres de la Santé de la région pour coordonner leur approche face à la progression de l'épidémie. C'est un scandale qui illustre bien la nécessité de vérifier où va l'argent de l'aide humanitaire. L'ONG Sentry a révélé que près d'1 milliard de dollars destinés à l'achat de nourriture, de médicaments et de carburant a été détourné entre 2012 et 2015 au Soudan du Sud. L'argent provenait d'une ligne de crédit de la Banque nationale du Qatar et de la banque kenyane Stanbic. Les banques n'avaient pas exigé de preuves des versements de l'aide. Un rapport sur ces détournements avait été présenté au Parlement par Stéphane Mwondu, l'auditeur général du Soudan du Sud, mais il n'a jamais été rendu public.
Et plus au nord, le Soudan reste dans l'incertitude. Les États-Unis ont retiré le pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Mais le coup d'État militaire de l'an dernier et le gel de l'aide internationale ont mis en bémol à ses espoirs de renouer avec les circuits d'échange internationaux. Ce n'est pourtant pas l'esprit d'entreprise qui manque. Nous avions suivi ces jeunes diplômés sans travail, devenus les premiers fournisseurs de légumes sur le marché de Khartoum. Regardez. Afra travaille dans cette ferme soudanaise depuis 10 ans. On y produit des concombres, des salades, des poivrons et autres légumes. Elle supervise aujourd'hui les activités d'une équipe de 4 personnes. Mais avant d'être superviseur, elle fut d'abord ouvrière, avec pourtant un diplôme d'économie en poche. J'ai fait des études, mais je ne trouvais pas de travail, alors j'ai atterri ici. C'était un de mes plus grands rêves, comme beaucoup de femmes soudanaises, d'être indépendante, d'avoir mon propre espace, mes propres idées. Je n'étais pas seule. Mon père et ma famille m'ont soutenu. J'ai travaillé très dur avant d'en arriver là, j'ai mis toutes les chances de mon côté et maintenant je suis fière de travailler ici. Le chômage des diplômés reste une grande plaie des sociétés modernes africaines. C'est la conséquence d'une inadéquation entre les programmes d'enseignement et les besoins économiques. Conscient du problème, les pays tentent de corriger cette lacune. Le Soudan a ainsi multiplié les initiatives au cours de ces 10 dernières années. En 2008, 300 000 d'entre eux sont embauchés ou soutenus pour la création de petites et moyennes entreprises grâce à l'engagement d'un fonds multidonateur, comme pour le projet d'Abou Halima Greenhouse qui emploie aujourd'hui Afra, ainsi que de nombreux autres salariés. Qui travaille sur ce projet? Il y a 3 superviseurs en chef qui travaillent avec l'assistant en agriculture. Nous avons aussi 12 superviseurs, dont un pour les serres. Dans chaque serre, nous avons 2 agriculteurs. J'étudie les possibilités de reproduire le même projet que ces serres. J'aimerais avoir les mêmes serres, mais pour moi et ma famille. Abou Halima Greenhouse Project est présenté comme l'un des grands succès des financements de la Banque islamique de développement qui a mis en place, avec la Bank of Khartoum, IRADA, un dispositif de microfinance. Celui-ci a permis l'installation de 25 exploitations sous serre, devenues en quelques années le premier fournisseur de légumes frais dans la région de Khartoum, avec une production annuelle de 1200 tonnes. IRADA a vu le jour en 2011 grâce à la BID. Le projet avait de l'ambition et a commencé par une initiative intéressante et avec un bon financement de 215 millions de dollars, apporté non seulement par la BID, mais aussi par la Zaka Chamber à hauteur de 25%. IRADA est devenu un modèle pour toutes les banques. Aujourd'hui, la microfinance représente 12% dans le portefeuille des banques. Le moringa est un autre succès de la finance islamique au Soudan. Cet arbre aux multiples vertus est recherché avant tout pour ses graines qui produisent une huile très prisée par l'industrie cosmétique. Mais on exploite aussi ses feuilles, son écorce et son bois. The Green Ishraka Company en a fait sa principale activité. À 35 km de Khartoum, elle cultive le moringa sur 30 hectares. Elle en tire des bénéfices, mais elle contribue aussi à lutter contre le changement climatique. Cet arbre, le moringa, le meilleur pour l'environnement, peut absorber 16 kg de dioxyde de carbone. Un homme rejette dans l'air 32 kg de dioxyde de carbone, donc 2 arbres absorberont ce qu'un homme rejette. Le projet Moringa ne profite pas seulement à son créateur. C'est aussi toute la communauté qui bénéficie des bienfaits de ces arbres, tout en participant à la lutte contre la désertification, dans un pays où le désert a progressé de 100 km vers le sud en l'espace d'un demi-siècle. Autour du moringa, les jeunes apprennent à développer l'esprit d'entreprise.
Avec l'argent gagné sur les plantations, Adel Rahim se voit déjà entrepreneur. J'aimerais trouver un travail comme chauffeur et avec l'argent gagné acheter une voiture. C'est ça mon projet futur, investir l'argent que je gagne dans ce futur travail. Abou Alima Greenhouse Project, tout comme Ishraka Company, démontre que le chômage des jeunes diplômés n'est pas une fatalité. Au contraire, il représente un vrai potentiel de développement dans leur pays. Pour peu qu'on les encourage à créer leur propre activité et qu'on leur donne accès à des financements pour démarrer. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa, à vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 587. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question, combien de cacaoyers compte la plantation de Julie Nyangui? 500, 850 ou 1000? Deuxième question, qu'est-ce que le makwala? De la dorade, du hareng fumé, du mérou? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail. Avec les réponses, bien sûr, le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 586. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question, que produit Nadia Andele? Réponse, des pagnes indigo. Deuxième question, quand a été créé le Ghana Innovation Hub? Réponse, en 2019. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai Bola Bardé, la présidente de la start-up FinTech Soussou, qui propose des solutions d'assurance pour les membres de la diaspora et leurs proches en Afrique. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.